Bonsoir. Bonjour à tous. J'espère que vous serez nombreux à pouvoir participer à cette lecture. Je m'appelle Clémence Lenis et je travaille comme psychanalyste pour tous ceux qui le désirent, qui aimeraient commencer ce merveilleux voyage. Et je suis formée à l'école de psychanalyse et poésie de Grupo Celo à Madrid. Et comme je suis francophone, je me permets de vous proposer une petite lecture. Je veux dire petite parce qu'on est obligé de résumer le texte, ce merveilleux texte, on va dire, de Freud, ce premier chapitre de l'interprétation des rêves qui s'appelle la méthode d'interprétation onirique. C'est quelques pages où il va nous parler de plein de choses et venir, et si on veut bien, nous chambouler un petit peu notre manière de penser. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-les, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Donc, comme je dis, nous allons être obligés de faire un résumé de ce premier chapitre, d'essayer de le présenter un petit peu et de faire un résumé. Donc, on va commencer, on va voir donc la méthode d'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Ok. Donc, j'espère que vous avez eu l'occasion de lire le texte proposé, c'est-à-dire pour aujourd'hui, parce que comme ça va, la lecture va être plus intéressante, il y a une participation plus, oui, c'est plus intéressant. Et surtout pour voir que chacun, ne l'oublions pas, même si nous le savons, nous avons toujours tendance un peu à l'oublier, que chacun va faire une lecture différente du texte. C'est-à-dire que chacun a son imaginaire et chacun va s'approcher du texte d'une façon tout à fait particulière. Donc on va voir dans ce chapitre, dans l'interprétation des rêves, que Freud va avancer donc des idées, comme on avait déjà vu un petit peu la dernière fois, tout à fait novatrices, qui vont non seulement révolutionner, on va dire, la compréhension des rêves que l'on avait jusqu'alors, mais aussi apporter un éclairage, on va dire, inédit sur le fonctionnement de la pensée et du langage. D'accord ? C'est-à-dire que dans l'interprétation des rêves, Freud va nous présenter le fonctionnement de l'appareil psychique. Et donc, il va défendre ici la thèse que le rêve est une activité psychique organisée, différente de celle de la veille, qui a ses propres lois. C'est-à-dire, comme on avait vu aussi un petit peu la fois dernière, c'est-à-dire qu'il va proposer une rupture. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser comme l'on pensait avant. Et on va continuer à le voir un petit peu dans ce chapitre. Donc, il va s'opposer aux conceptions populaires de l'interprétation des rêves, mais aussi aux opinions scientifiques. C'est-à-dire qu'il va se démarquer des méthodes classiques et populaires qui sont utilisées pour interpréter les rêves depuis l'Antiquité, qui utilisaient, on va dire, qui avaient recours au déchiffrage et en fonction de clés symboliques, c'est-à-dire de clés symboliques culturelles, il échangeait le contenu du rêve par un autre contenu plus compréhensible, on allait dire. Et après, il y a l'autre partie qui va se démarquer aussi des scientifiques de son époque qui ne donnaient au rêve pratiquement aucune signification psychologique. C'est-à-dire qu'ils voyaient simplement qu'il s'agissait d'une production désorganisée qui était déclenchée par des stimuli physiques. D'ailleurs, il y a encore certains scientifiques qui pensent comme ça aujourd'hui. Donc, dans l'interprétation des rêves que nous allons voir aujourd'hui dans le premier chapitre de la méthode de l'interprétation, Freud apporte un nouvel aspect novateur qui est la démonstration que le rêve est une production du rêveur. Eh bien oui, jusqu'à 1900, on n'en était pas sûr. Non, et qu'il ne provient pas d'une source étrangère qui lui est imposée de l'extérieur. C'est-à-dire que le rêve va dépendre du rêveur. Non ? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire,
qui provient de puissances supérieures et extérieures, sinon que c'est le rêveur, et donc l'interprétation va dépendre aussi de chaque personne, évidemment. Et donc c'est la méthode psychanalytique des associations libres qui va conduire Freud à découvrir le but et la signification des rêves. Et donc, pour pouvoir avancer, ce qu'il va présenter donc comme sa thèse, et la thèse du texte, et donc Freud dit dans le texte, je me suis proposé de démontrer que les rêves sont susceptibles d'interprétation. Donc ça, c'est la thèse qu'il va présenter. On va dire, c'est la thèse qu'il va présenter pour faire la lecture de ce chapitre. Et c'est-à-dire qu'une thèse, pour que nous l'accompagnions dans cette lecture scientifique du texte, puisqu'il va s'agir d'une lecture scientifique, on va devoir réellement suivre cette idée. Donc, comme se mettre des ornières, ne pas se laisser distraire par tout ce qui pourrait venir nous attirer, sinon voir comment il va faire pour nous démontrer ça. Parce que voilà, c'est ça qui va nous intéresser ici dans notre lecture scientifique, c'est voir comment il va interpréter le rêve qu'il va présenter, qui est le rêve d'Irma, comment il va l'interpréter. Donc, le titre du texte, c'est « La méthode d'interprétation onirique ». Donc, la méthode d'interprétation onirique, on pourrait déjà se poser la question en disant « Qu'est-ce qu'une méthode ?» Qu'est-ce que ça veut dire « méthode » Et donc, on va voir que la méthode psychanalytique, c'est une méthode d'interprétation-construction. Et c'est la manière de s'approprier d'une réalité psychique inconsciente, ou plutôt de la réalité psychique inconsciente. Donc, ça, c'est la méthode de comment on va s'approprier, on va dire, comment on va s'approprier et surtout comment on va produire, parce que la méthode d'interprétation psychanalytique, en fait, c'est une méthode qui va produire l'inconscient. Donc, quand il commence, Freud, le chapitre en disant que le rêve est susceptible d'être interprété, ce qu'il vient nous dire ici, surtout avec le mot « susceptible », c'est-à-dire qu'en fait, il a la possibilité d'être interprété si il est produit. C'est-à-dire que l'interprétation, ça va être une production, et une production qui ne va pas se réaliser dans n'importe quelle circonstance. Sinon qu'elle va avoir lieu, non, que ça va avoir lieu dans un contexte comment? Un contexte psychanalytique. Donc Freud nous dit les rêves ont un sens, ce qui donc s'oppose clairement à toutes les disciplines théoriques de son époque. Et mais que le sens, on va le voir seulement quand l'interprétation va se produire. Et que l'interprétation, non, est seulement quand l'interprétation va se produire. Parce qu'en fait, il dit que même si le rêve est confus, même s'il est flou, même si on est obligé, quand on le raconte, d'aller chercher, qu'on ne sait plus trop bien de quoi il s'agit, il dit que de toute façon, l'interprétation psychanalytique est possible s'il y a un discours du patient. C'est-à-dire s'il y a le récit du patient, donc l'interprétation est possible. Deuxièmement, s'il y a l'écoute du psychanalyste. Donc, dans le cadre, on va dire, si on a respecté le contrat, on va dire, le contrat d'une séance de psychanalyse. D'accord? Et donc, si on respecte le contrat d'une séance de psychanalyse, l'interprétation est possible. Donc, d'un côté, on va dire, donc on va claro, parce que lui, il va dire donc que toutes les personnes, comme toutes les personnes rêvent, toutes les personnes peuvent interpréter leurs rêves s'ils se mettent dans les conditions appropriées. Non? Donc, puisqu'on va dire que Freud, comme on avait souligné la fois dernière, que Freud, il va choisir les rêves parce que rêver, nous rêvons tous. Parce que avant d'écrire l'interprétation des rêves, parce que l'interprétation des rêves, c'est un livre d'exposition.
C'est-à-dire qu'avant l'interprétation des rêves, Freud avait déjà beaucoup étudié. Il avait déjà vu, non, il dit dans le chapitre qu'il avait déjà écouté des milliers et des milliers de rêves de ses patients. Mais donc, il savait de quoi il parle. Donc, il avait déjà fait des recherches. C'est-à-dire qu'il manquait juste le moment d'exposition et le moment de production de l'inconscient. Donc, il dit qu'il choisit donc les rêves pour montrer comment fonctionne notre appareil psychique. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'il va venir nous dire que notre appareil psychique est capable de produire des rêves, de produire des symptômes hystériques, de produire les représentations obsessives, de reproduire les troubles psychiques, que c'est ce même appareil psychique qui va produire la vie, la maladie et la mort. C'est-à-dire que notre appareil psychique, on va dire, et ça c'est très important, il est pour tout le monde en bonne santé. Notre appareil psychique fonctionne pour tout le monde très bien. La seule chose, c'est que certaines personnes, on va dire, les névrosés, les psychotiques, ils vont utiliser certains mécanismes avec exagération. Et c'est ce qui va produire des troubles dans la réalité. Mais que l'appareil, il utilise les mécanismes, il utilise donc que tous les éléments de l'appareil psychique sont les mêmes pour tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut ni de construction, qu'il n'y a pas de choses où on va dire ça fonctionne mal, son appareil à lui fonctionne mal. Non. Tous les appareils psychiques fonctionnent bien. La différence, c'est comment chacun va utiliser son appareil psychique. Et donc, il y a certaines personnes qui aiment bien utiliser certains mécanismes avec excès. Bon, nous reviendrons sur ça. Et donc, nous reviendrons sur cette idée. Donc, la méthode d'interprétation onirique. On va dire le sous-titre du texte, non, la méthode d'interprétation onirique a un sous-titre qui s'appelle « Exemple d'analyse d'un rêve ». Donc, Freud va nous présenter un rêve pour nous montrer comment il interprète le rêve. Comment ce rêve qu'il va nous présenter, comment il va l'interpréter. Et en fait, il dit qu'il ne va pas utiliser les rêves qu'il ne va pas utiliser les rêves de ses patients, parce qu'en fait, il explique que le rêve du patient est toujours en relation avec la pathologie du patient, non? Toujours avec cet excès de mécanisme. Donc, il utilise toujours le même mécanisme. Et il dit qu'en fait, pour pouvoir bien comprendre un rêve, il faudrait raconter tout le cas clinique. Donc, on va simplifier les choses. Il dit, je vais utiliser un de mes propres rêves. Parce qu'il faut savoir, et ça aussi c'est quelque chose de très important, que Freud était deux. Il y avait d'un côté le Freud qui vit, qui rêve, qui travaille et qui raconte son rêve. Et de l'autre côté, il y a l'écrivain, celui qui écrit l'interprétation des rêves. Et c'est là où on va dire que celui qui écrit l'interprétation des rêves n'est pas rationaliste, alors que Freud l'est. Mais l'interprétation des rêves ne l'est pas. Et c'est là aussi où c'est quelque chose, c'est une rupture que, en fait, on l'a déjà vu avec les poètes, non? Rimbaud, c'est lui qui dit l'autre, non? Je suis autre. Ou comment, je ne me rappelle plus comment c'est. Je suis l'autre. C'est-à-dire qu'il y a moi qui vis et il y a celui qui écrit. Le résultat dans l'écrit. Et c'est-à-dire qu'on va souligner cette chose qui est très importante sur l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture est la base matérielle de toute science. C'est pour ça que l'interprétation des rêves, le livre de Freud est si important. Parce que c'est la base de cette nouvelle science qui apparaît en 1900. Et que donc l'écriture, elle n'est pas déterminée par le sujet social. Il n'y a pas une classe sociale déterminée pour produire telle ou telle écriture.
Et il n'y a pas non plus de sujet inconscient pour fabriquer telle ou telle écriture. C'est-à-dire que l'écriture n'est pas déterminée par la personne, sinon que l'écriture, elle est déterminée par d'autres écritures. Donc on pourrait dire que l'écriture est déterminée par le lecteur, par celui qui a lu d'autres écritures et qui va donc comment on va dire, qui va faire qui va passer par. Non, parce qu'en fait, lui, l'écrivain, c'est un intermédiaire qui va laisser passer ses lectures, ses découvertes, son travail pour produire la théorie de l'inconscient. On va voir aussi que il n'y a pas d'interprétation avant la situation. C'est-à-dire que le psychanalyste ne peut pas se présenter à la séance de psychanalyse en disant « Tiens, à celui-là, je vais lui dire que… » Non, ça, ce n'est pas possible. Ou sinon, ça, ce n'est plus de la psychanalyse. Non, on va dire c'est la psychopathologie et de la psychopathologie. Si, de la psychopathologie. D'accord? C'est-à-dire que c'est une application d'une méthode, alors que la méthode psychanalytique n'est pas une application, c'est quelque chose qui est constamment en changement. Constamment en changement, comment? Avec chaque patient. Chaque patient est différent, chaque patient vient raconter une histoire différente, chaque patient vient utiliser le langage d'une manière différente. Personne ne parle de personne. Personne ne parle comme personne. Plutôt non, personne ne parle de personne, c'est-à-dire que tout le monde parle de soi, effectivement. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patient type, il n'y a pas de maladie type, il n'y a pas un type de discours, oui, celui-là, il parle avec ce tel type de discours. Non. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que le patient a son propre imaginaire. Et que tous les imaginaires sont différents. Donc, la méthode psychanalytique, même si c'est la même, elle sera appliquée pour chaque patient de façon différente. De là, l'importance, on va dire, et ça c'est une chose énorme, de la formation du psychanalyste. On dit que comme définition, on va dire, comme définition qui marque bien l'exigence qui existe sur la fonction du psychanalyste, on dit qu'un psychanalyste, quand il écoute l'autre parler, il ne doit pas se rappeler de sa propre histoire, de son propre passé. C'est quand il ne se rappelle plus de son propre passé qu'il est capable de produire quelque chose de nouveau. Et donc, on va dire que là, il remplit les conditions pour travailler comme psychanalyste. On va dire que ça, c'est vraiment une interprétation. Parce que si le psychanalyste utilise une interprétation qu'on lui a faite et après il s'en va et il va avec le patient en lui disant « lui, il lui arrive la même chose qu'à moi », poum, je lui répète l'interprétation qu'on m'a faite moi sur le divan, ça ne marche pas. L'interprétation est quelque chose de tout à fait personnel. C'est pour ça que pour la formation d'un psychanalyste, il est nécessaire de se psychanalyser 15, 20 ans, toute la vie de l'activité professionnelle. Il est nécessaire d'étudier aussi 15, 20, 30 ans toute la vie, c'est-à-dire que si le psychanalyse arrête sa psychanalyse, arrête d'étudier la psychanalyse, arrête de superviser les cas, qu'est-ce qui lui arrive? Il oublie que l'inconscient existe. Parce qu'on va voir que chez le sujet, la première tendance, et nous le voyons dans le monde qui nous entoure, la tendance du sujet, c'est de dire « l'inconscient n'existe pas ». Je fais comme si l'inconscient n'existait pas. Je crois ce que je vois, je crois ce que je dis, je crois ce que je sens. L'inconscient n'existe pas. Donc, j'annule tout. C'est pour ça que quand un psychanalyste doit continuer à se psychanalyser pour qu'on lui rappelle constamment que l'inconscient existe, qu'il doit continuer à étudier, parce que la science psychanalytique est très complexe, tout comme le psychique
ou l'appareil psychique humain. D'accord? Donc, d'un côté, il y a ça, la formation du psychanalyste, et de l'autre côté, il y a la prédisposition du sujet, clair, parce que le patient, on a besoin du discours. On a besoin du discours qu'on appelle sacré, le discours sacré du patient qui va venir nous présenter son histoire, c'est-à-dire qu'on ne peut obliger personne à se psychanalyser. Qu'on a besoin obligatoirement du discours du patient et dans des conditions où on ne va pas le forcer. On ne peut pas forcer les gens à se psychanalyser. On peut les forcer à se vacciner, mais à se psychanalyser, l'intervention du sujet est obligatoire. Sinon, en plus, il n'y aura pas de possibilité de voir les effets. Donc, nous avons vu, avant de rentrer dans... Nous avons vu que d'un côté, la méthode de psychanalytique est d'interprétation-construction. C'est-à-dire que l'inconscient n'existe pas tant qu'il n'y a pas eu d'interprétation. Ensuite, que l'écoute permet cette interprétation. Que le psychanalyste, qui doit suivre une formation rigoureuse, non, que nous reviendrons, nous compléterons cette information, et pour pouvoir écouter la façon adéquate. Et après, le travail que doit faire le patient. Parce que le patient, d'accord, il désire se psychanalyser, il désire commencer son voyage. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit associer librement. Et donc, dans ce chapitre de la méthode d'interprétation onirique, Freud va nous parler de cette association libre. Et c'est vraiment très intéressant comment il va détailler, il va nous détailler comment associer librement. Hein? Et en fait, il dit que, parce que pourquoi on veut associer librement? Donc, il dit, nous avons deux objectifs pour l'association libre, non? Et nous devons d'abord faire attention à tout, parce que lui, il dit que nous devons intensifier notre attention sur les perceptions psychiques, c'est-à-dire sur ce qui nous passe par la tête. Toutes les idées qui nous passent par la tête, nous devons les transmettre. En excluant toute critique, sans avoir à penser « ça je l'ai déjà dit »,« ça c'est nul »,« ça c'est stupide »,« ça n'a rien à voir avec le sujet »,« oh non ça j'aime pas », ou « je ne vais pas parler mal des autres ». Quelle que soit la critique, toutes les critiques doivent être éliminées. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir au discours habituel, on va dire, que nous avons l'habitude d'utiliser dans notre vie courante pour être en relation avec les autres. Okay? Sinon que cette fois-ci, c'est une façon de parler tout à fait particulière. Et en fait, Freud il va nous expliquer que cette association libre, elle est très intéressante. Premièrement, il dit, c'est plus facile parce qu'on n'a pas à juger, on doit se laisser parler. Et en plus, on peut parler d'un sujet, passer à un autre, puisqu'on est là et on va parler de ce qui nous passe par la tête. Donc, on n'a pas besoin, on va dire, on n'a pas besoin de critiquer. Comme il n'y a pas de critique, en fait, on parle plus facilement. On parle plus facilement. Et on parle plus facilement et surtout, on dépense moins d'énergie parce qu'il dit qu'en fait, la critique, quand on parle et qu'on se juge en même temps pour savoir si c'est bien ce qu'on dit, si c'est pas bien, est-ce qu'on a pris le ton qu'il fallait, qu'il faudrait pas changer de ton, non, je ne vais pas dire ça, non. Quand on a l'habitude de parler, quand certains ont l'habitude de parler de cette façon-là, en se jugeant constamment, en même temps, ils utilisent énormément d'énergie. Après une conversation, ils sont super fatigués parce qu'ils ont utilisé une énergie pour parler, une énergie pour juger, et après l'énergie pour laisser passer ou pas laisser passer. Alors que Freud dit qu'avec l'association libre, non. On utilise simplement l'énergie qui va réprimer la critique. Et après, on laisse l'énergie de parler. On peut parler tout à fait, et en plus apprendre à parler librement. De pouvoir parler de n'importe quoi. Tout ce qui nous passe par la tête. Et en fait, il dit que c'est très intéressant de pouvoir parler de tout ce qui nous passe par la tête, parce qu'il dit, c'est là où, en fait, il va dire que penser, non, après on va pouvoir déduire que penser,
ce qu'on fait quand qu'on imagine, il dit en fait ça ne produit strictement rien. Et en plus, on est toujours en train de penser toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le même cercle vicieux, on va dire. Alors que quand on va parler en associant librement, il dit premièrement, la première idée qui va apparaître, elle est préconsciente, on la connaît. Mais après, si on continue, on va voir apparaître des idées qu'on ne connaissait pas. Et c'est ça qui va être vraiment très intéressant, c'est-à-dire qu'on va voir apparaître des idées qu'on ne savait pas qu'on avait. On va découvrir ce savoir inconnu pour nous. Et c'est à partir de là que le psychanalyste peut interpréter. À partir de cette matière première. D'accord ? Bon. Donc, bien sûr, après, on va dire, il y a Freud, d'un côté, il dit, c'est ce qu'il y a de plus facile. Il dit, les patients y arrivent facilement, ils commencent à parler, et ils commencent à découvrir eux-mêmes des idées qu'ils ne connaissaient pas. Mais en même temps, on va dire, parce que n'oubliez pas, l'être humain, il est comme ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir en même temps une résistance. C'est-à-dire une force qui va venir s'opposer à cette découverte en disant, je ne veux rien savoir de ça. Parce que là, si la critique, elle existe, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut rien savoir. Donc, nous allons toujours jouer sur ces deux forces. Non ? La force qui veut s'exprimer, qui veut raconter, le patient qui veut guérir, et en même temps le patient qui ne veut pas éliminer ses symptômes. Donc, nous avons l'association libre. Donc, l'association libre, c'est le travail que le patient doit réaliser pour l'écoute, pour donner du matériel à écouter, pour permettre au psychanalyste d'écouter un discours où il va pouvoir interpréter. Et je fais ça parce que l'interprétation, c'est comme rompre quelque chose, rompre le sens, rompre les idées. Non, pour découvrir quoi ? Quelque chose de nouveau. Bon, donc nous allons continuer avec l'analyse fragmentaire. Donc lui, il va nous dire qu'il va proposer une analyse par des fragments. Donc le rêve d'Irma, le rêve de l'injection d'Irma, le célèbre rêve de Freud, en fait, il va l'analyser lui par partie, parce qu'en fait, il dit que, nous allons faire la lecture du rêve, et en fait, c'est un long rêve. Donc, comme il y a beaucoup d'informations dans le rêve, au lieu de faire un contenu par un autre contenu, comme dans l'Antiquité, on nous le proposait, lui, en fait, il va prendre partie par partie. Et à partir de chaque partie, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va associer. Donc, nous allons voir. Donc, d'abord, il y a avant la présentation avant le rêve, il propose donc le rêve de Irma, c'est un rêve qui a une particularité, non ? Le fameux rêve de Irma, que Freud va rêver en 1895, dans la nuit du 23 au 24 juillet 1895, donc comme nous on était. Et ce rêve, donc, qui appartient au premier texte, c'est le premier rêve qui est présenté dans l'interprétation des rêves. En fait, donc, il va apparaître donc effectivement comme une rupture où, pour la première fois, on va voir comment il va exprimer la théorie du système de l'inconscient. Et nous devons penser qu'il y a un interlocuteur. Parce que pour qui il raconte ce rêve, Freud ? Pour qui ? Pour ses lecteurs, effectivement. Pour ses lecteurs, c'est-à-dire pour nous. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, nous sommes en 2019, Freud, en 1895, il a fait un rêve qu'il a ensuite exposé dans l'interprétation des rêves pour nous. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il voulait nous dire. D'accord ? Parce que tout ce que fait l'être humain, et ses rêves aussi, c'est pour quelqu'un. Non, très souvent, il y a des gens qui disent « Mais pourquoi moi, je ne me rappelle jamais de mes rêves ?» Parce qu'il n'y a pas un quelqu'un, un pour qui je rêve. Non, on dit que très souvent, si vous téléphonez à un psychanalyste pour prendre rendez-vous ou demander une première séance, vous allez voir que peut-être qu'il va se produire, où je vais dire, ah, je me rappelle de mes rêves, pourquoi ? Parce que j'ai quelqu'un à qui le raconter. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à ça, parce que sinon,
Donc, c'est comme ça dans tous les faits de la vie d'ailleurs. Tout ce qu'on fait, c'est toujours en relation à un pour qui je fais les choses et un dans quel but je fais les choses. C'est-à-dire que ce sont deux questions sur tous les actes que nous faisons de notre vie où nous pouvons nous poser la question. Donc, on va dire, ici, je n'ai pas vu les commentaires. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Elisabeth. Ok. Donc, on continue. Donc, rappelons-nous que la thèse, que nous présente Freud, c'est donc, il nous intéresse de savoir la manière que Freud nous dit qu'on doit interpréter un rêve. D'accord? Et en fait, on va voir que Freud, bon, on va le voir plutôt à la fin, ça je vais le laisser pour la fin. Parce que parce qu'avec la production, donc, Freud, avec le rêve de Irma, il va nous montrer qu'il va porter atteinte, on va dire, à notre manière habituelle d'avoir des idées, de vivre notre sexualité, d'avoir une vie. Non ? C'est-à-dire que les concepts psychanalytiques vont rompre avec la théorie de la conscience, mais en plus qu'ils vont venir rompre avec une conception philosophique de la production scientifique. Et donc, qui vont rompre avec un mode de vie, avec notre mode de vie habituel, on va dire, le mode de vie de l'idéologie dominante. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de Freud, aujourd'hui, il va être impossible de penser une science de l'humain qui parte des causes. C'est-à-dire qu'il y avait Pierre-Simon Laplace qui disait que si vous me donnez toutes les causes, je peux vous calculer les effets que ça produira. Et Freud dit, impossible. Nous devons partir des effets, c'est-à-dire nous devons partir du discours, du récit du patient pour reconstruire les opérations et pour produire la cause. C'est-à-dire que ce que nous allons produire, c'est une cause théorique qui n'existe pas avant sa production. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qu'on fait aujourd'hui, ce que ça va produire dans l'avenir. Nous ne pouvons pas le savoir. Par contre, avec ce qui se produit aujourd'hui, nous pouvons aller le raconter et nous pouvons interpréter pour savoir la cause de ce qui se passe aujourd'hui. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui est de la psychanalyse qui est répétée régulièrement. Nous verrons après, nous saurons après. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas savoir. Après, nous saurons. Donc, Freud, avant d'entrer donc dans les rêves, il écrit quelques notes préliminaires et, pour nous situer. Alors, premièrement, il va nous dire... Attendez, je vais prendre... Et en fait, il va donc... Oui. Donc, Freud, il va nous dire que dans les notes préliminaires, premièrement, qu'il va traiter, qu'il va voir sa patiente. Il nous raconte que pendant l'été de 1895, donc, il avait une patiente qui, donc, pour la présenter, il l'a appelée Irma. Et qui, elle, au début des vacances, en fait, elle a abandonné son traitement, enfin sa psychanalyse, et Freud il dit qu'en fait, ça s'est terminé avec un succès partiel, c'est-à-dire qu'il a réussi, ou ils ont réussi à éliminer quelques symptômes hystériques, mais pas tous. Et en fait, il dit que lui, il lui avait proposé une solution qu'elle n'a pas acceptée, et donc, elle a arrêté sa psychanalyse. Et il dit que Irma, c'était une amie de la famille. Et donc, il va faire référence un petit peu, il va nous parler de la déontologie
au début du texte, de la déontologie médicale, non, de l'éthique médicale, et qui dit que, en fait, à cause de la subversion que propose la psychanalyse, en fait, il va montrer qu'il y a toujours un préjugé dans les traitements, c'est-à-dire qu'on attend que ce n'est pas seulement le patient qui attend tel ou tel type de résultat, sinon que c'est toute la famille, toutes les relations sociales qui vont attendre tel ou tel résultat. Et quand ce résultat, comme chacun l'avait imaginé, donc ça peut intervenir ensuite dans les relations familiales. D'accord ? Donc, on va voir. Donc, donc un jour, Freud il reçoit la visite de son ami Otto, et qui est un confrère aussi, et qui a été passé quelques jours dans le lieu de vacances où se trouve la famille de Irma. Et donc, il demande, il dit, comment va Irma? Et Otto lui dit, bien, mais pas complètement. Et donc, Freud, avec le pas complètement, il n'est pas content. Et après la conversation donc avec Otto, ce qu'il va aller faire, il va aller écrire le cas clinique de Irma pour pouvoir le présenter au docteur M, non, qui est un médecin qui a un certain prestige dans leur cercle scientifique, et qui donc veut lui présenter le cas clinique de Irma pour voir un petit peu ce qu'il en pense. Et donc, après la visite de Otto, dans la nuit, enfin le soir, il va aller écrire le cas clinique de Irma. Et donc, dans la nuit, il va faire ce rêve. Donc, je vous lis le rêve, le fameux rêve de Irma. Description. Un grand hall, beaucoup d'invités que nous recevons. Parmi ces invités, Irma, que je prends tout de suite à part pour lui reprocher, en réponse à sa lettre, de ne pas avoir encore accepté ma solution. Je lui dis, si tu as encore des douleurs, c'est exclusivement de ta faute. Et elle répond, si tu savais comme j'ai mal à la gorge, à l'estomac et au ventre, cela m'étrangle. Je prends peur, je la regarde, elle a un air pâle et bouffi. Je pense que peut-être j'ai laissé passer un symptôme organique. Je l'amène près de la fenêtre et j'examine sa gorge. Elle manifeste une certaine résistance, comme les femmes qui portent un dentier. Je me dis, pourtant elle n'en a pas besoin. Alors, elle ouvre bien la bouche et je constate, à droite, une grande tache blanche et de l'autre côté, j'aperçois de singulières escarres grisâtres qui font penser à des cornets du nez. J'appelle aussitôt le docteur M, qui à son tour examine la malade et confirme. Le docteur M n'est pas comme d'habitude. Il est très pâle, il boite et il ne s'est pas rasé, il n'a pas de barbe. Mon ami Otto est également là, à côté d'elle. Et mon ami Léopold la percute par-dessus le corset. Et il dit, elle a une matité à la base gauche. Et il indique aussi une région infiltrée de la peau au niveau de l'épaule gauche. Fait que je constate, comme lui, malgré les vêtements. Le docteur M dit, il n'y a pas de doute, c'est une infection, mais ça ne fait rien. Il va s'y ajouter une dysenterie et le poison va s'éliminer. Nous savons également d'une manière directe d'où vient l'infection. Mon ami Otto lui a fait récemment, un jour où elle s'était sentie souffrante, une injection avec une préparation de propylène, acide propionique, triméthylamine. Et il dit qu'il voit la formule devant ses yeux imprimée en caractères gras. On ne fait pas ce genre de piqûre à la légère. Il est probable aussi que la seringue était sale. Voilà le rêve de Irma, le fameux rêve de Irma. D'accord? Donc, maintenant, il va le prendre donc partie par partie. Alors, je vais regarder où j'ai ça.
Donc, il va prendre partie par partie. Donc, il commence en disant, voilà, un grand hall, beaucoup d'invités que nous recevons. Donc, il commence à associer. À partir de cette phrase, il commence à associer. Durant cet été, on vivait dans la villa qu'on appelait Bellevue, qui était située sur une des collines proches de Kellenberg. Cette villa avait été destinée antérieurement à un casino. Elle avait été utilisée comme casino et elle avait donc des chambres de très grandes, non très amples, très grandes, plus grandes, beaucoup plus grandes que d'habitude. Et donc on voit qu'il est clair que ce grand hall du rêve est un indice donc du hall de la maison d'été, non? Et ce qu'il a rêvé, ça correspond effectivement à cette maison d'été où ils avaient l'habitude d'aller. Et en fait, eux, ils espéraient, ils avaient l'espoir de pouvoir réaliser une fête et ils espéraient qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent. Et ça, c'est ce que fait Freud. Donc, comme les enfants qui, pendant la nuit, rêvent de ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant la journée, de la même façon, Freud va réaliser directement son rêve en disant, voilà, ils sont là, il y a beaucoup de gens, d'accord? C'est-à-dire que le rêve, le désir se réalise au présent. Il se réalise au présent et donc on arrête d'attendre, on n'attend plus, c'est là et on a les invités devant nous. Bon. Et ensuite, il dit, je reproche à Irma de ne pas encore avoir accepté la solution. D'accord. Et donc là, Freud, il commence à associer et il se rend compte dans l'association qu'il ne veut pas être responsable des douleurs qu'elle présente. Il dit que en fait, c'est Irma la responsable puisqu'elle n'a toujours pas voulu accepter la solution que je lui ai proposée. Si elle continue à avoir des symptômes, moi je n'ai rien à voir avec ça. Et il finit même en disant, peut-être qu'on va devoir chercher dans cette direction, non, le propos du rêve. On continue. Ensuite, il dit, si tu as encore des douleurs, c'est exclusivement de ta faute. Et elle répond, si tu savais comme j'ai mal à la gorge, à l'estomac et au ventre, cela m'étrangle. Et il dit, elle est bouffie, elle est pâle, elle est bouffie. Elle est pâle, elle est bouffie. Je pense que peut-être j'ai laissé passer un symptôme organique. Donc c'est là où on arrive, où c'est très intéressant, parce qu'on va dire, premièrement, on va dire à cette époque-là, comme la psychanalyse venait de commencer, il fallait que le psychanalyste soit capable de détecter rapidement s'il s'agissait d'un problème organique ou s'il s'agissait d'un problème hystérique. Et donc il dit que ça c'était une problématique qui était assez présente dans le travail du psychanalyste, Et, parce que donc lui il dit, si ce qui t'arrive c'est organique, moi je n'ai rien à voir avec ça. D'accord? C'est-à-dire moi je suis psychanalyste et je m'occupe exclusivement des symptômes hystériques. Pas seulement des symptômes hystériques, mais je m'occupe du psychique, des névrosés. Je ne m'occupe plus, non, puisque Freud était médecin auparavant, mais disons que là, il s'occupe uniquement de recevoir des patients en tant que psychanalyste. Donc il dit, si toi tu souffres encore de problèmes organiques, d'accord, c'est pas mon problème. Moi, je n'ai rien à voir. Et là, on va voir ensuite, non, parce qu'il dit, premièrement, il dit que les douleurs, le mal de gorge, de ventre, d'estomac, sont des choses qui n'appartenaient pas à Irma. Ce sont des symptômes qu'elle ne présentait pas. Ensuite, il dit, elle est pâle et bouffie. Il dit, ça, c'est pas Irma non plus. Et en plus, il va donc faire une association, il va montrer comment fonctionne l'inconscient. Et que dans les rêves, ça se voit très souvent, c'est-à-dire que le rêve a tendance à condenser.
C'est-à-dire qu'en fait, il présente Irma, mais il présente Irma, en fait, il va présenter 3 personnes différentes sous Irma. Donc, il va parler de Irma. Il va parler de l'ami d'Irma quand il la rapproche, parce qu'il dit qu'il a une association, quand il l'approche près de la fenêtre. Et Irma, en fait, il se rappelle de l'ami d'Irma, qui a aussi des problèmes d'hystérie, etc., et qui ne veut pas commencer le psychanalyse avec Freud. Donc, il fait référence à elle. Et en plus, il dit, celle qui n'est pas les bouffies de temps en temps, c'est ma femme. Donc, en fait, il va montrer qu'il y a un effet de condensation où il y a 3 femmes qui sont réunies là sous l'image, on va dire, de Irma. Et en fait, il dit, et pourquoi elles sont réunies? Parce que toutes les 3, qu'est-ce qui les unit? Parce que toutes les 3, elles refusent d'accepter, en fait, la psychanalyse pour résoudre leurs problèmes, on va dire. Et donc, il y a les 3 personnages, et il dit, et on voit comment la condensation, donc elle utilise ça pour présenter, pour présenter la véritable idée, en disant, voilà, nous avons ces 3 femmes qui vont apparaître ensemble, parce que chez chacune d'elles, il y a quelque chose qui résiste, qui résiste à la psychanalyse. Et après, il va parler de la même chose quand il va parler du docteur M, il va l'associer à son grand frère. C'est-à-dire qu'il va dire aussi, il a lui aussi, parce qu'il dit que le docteur M, il n'est pas comme d'habitude dans son rêve. Il est différent. Et après, il va l'associer, il va dire, oui, il ressemble à mon frère, à mon grand frère. Et ensuite, là, il va dire aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que le docteur M, comme mon frère, dit, ils ont quelque chose en commun. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Que eux aussi, il va faire une référence, il dit que eux aussi, ils ont refusé une proposition de Freud, tous les deux, le docteur M et le frère. Donc, il ne précise pas dans son association, il ne précise pas quelle est la proposition qu'ils ont refusée, mais il se présentait là. Ensuite, il va dire aussi ce qui est très intéressant dans la façon dont il va dire, il va présenter les choses. Freud, on va voir, parce qu'il dit des choses que je sens moi aussi comme lui, en faisant référence aux douleurs du docteur M. Et en fait, on va voir, et c'est ce qui va se passer après, on va pouvoir généraliser ensuite par la suite pour montrer il va montrer comment tous les personnages de nos rêves, c'est nous. En fait, nous sommes les producteurs de tous ces personnages. Donc, en fait, il y a quelque chose de nous dans chacun de ces personnages, dans les personnages de nos rêves. Donc, après, ça, c'est une chose qu'il va, dans les chapitres suivants, qu'il va généraliser. Ensuite, il y a une autre chose qui est intéressante. Quand il va parler, il va associer avec... quand il dit, par exemple, comment c'était dans le rêve, où il dit je me dis, pourtant, elle n'en a pas besoin. Quand il parle du dentier. Et pourtant, elle n'en a pas besoin. Elle s'éloigne comme si elle n'en a pas besoin du dentier. Elle n'en a pas besoin. Et en fait, elle n'en a pas besoin. Et on va dire, il ne fait pas référence au dentier de il n'en a pas besoin. Sinon qu'il va dire que Irma n'a pas besoin de l'ami de Irma, parce que Freud l'avait déjà pensé, que l'ami de Irma n'a pas besoin du traitement psychanalytique, qu'elle se débrouille toute seule. C'est-à-dire que quand il dit elle n'en a pas besoin dans le rêve, c'est qu'il fait référence à que en fait, que ni Irma, ni sa femme, ni personne n'a besoin de la psychanalyse. Donc, et en fait, encore une fois, pour se laver les mains. C'est-à-dire qu'on va dire, parce que qu'est-ce qu'il va nous montrer? Rappelons-nous que c'est un rêve qu'il fait pour nous. Et il va dire, l'amie d'Irma n'a pas besoin du traitement. Elle se débrouille toute seule. D'accord? C'est-à-dire que d'accord, donc il n'a pas besoin de la psychanalyse. Parce qu'on va voir que lui, en fait, la véritable culpabilité qu'il a, ce n'est pas que Irma n'ait pas continué son traitement,
sinon c'est directement d'avoir produit la théorie des rêves. Donc quand il dit elle n'en a pas besoin, ni Irma, ni l'ami d'Irma, ça veut dire que personne n'a besoin de la psychanalyse. C'est-à-dire que ce qui va venir subvertir la vie de toute l'humanité, parce que nous sommes tous touchés, même ceux qui ne se sont jamais allongés sur un divan, nous sommes tous touchés par la production de Freud, même lui. En fait, il dit, en fait, personne n'en a besoin. Hein? Dans son rêve. Donc, pour ne pas se responsabiliser, parce qu'en fait, ce qu'il va faire dans son rêve, sous différents aspects, à chaque fois, c'est essayer de se déresponsabiliser de ce qu'il vient de produire. Et ensuite, il y a donc le mot qui va arriver à la fin, non, le mot en caractère, non, dont il faut la formule, la triméthylamine. En fait, il dit que dans le rêve, il dit que lui, il la prononce pas. Il la prononce pas, sinon qu'elle vient, elle est dictée pratiquement, puisqu'il la voit en grosses lettres. Et en fait, le sens du rêve, c'est ce mot qu'il ne peut pas déchiffrer. Et que personne n'est intéressé à ce qu'il soit déchiffré parce que ça, c'est pas la psychanalyse. Parce que la psychanalyse, elle ne s'intéresse pas à déchiffrer, elle ne cherche pas à déchiffrer, sinon à produire des interprétations. C'est-à-dire que l'interprétation en elle-même ne cherche pas de sens. Sinon, qu'elle va faire? Non, l'interprétation, elle va fabriquer la cause, et la cause, c'est le désir. Donc, on avait vu qu'on avait les deux Freud. On avait le Freud qui rêve et le Freud qui a produit l'inconscient, non? Qui a produit l'appareil psychique, non? Dans ce rêve. C'est pour ça que quand on pense que ce rêve, il s'adresse à nous, qu'il y a non, il va parler aussi à la fin, vers la fin du texte, il va faire référence au conte. Bon, je ne sais pas comment on dit en français. Moi, je l'ai appelé la marmite, au conte de la marmite, non? Et en fait, il dit que c'est un petit conte qui raconte l'histoire d'un monsieur qui va rendre à son voisin une marmite. Et en fait, quand il le rend, le voisin lui dit, mais attends, elle est toute trouée. Et donc, lui, pour se défendre, il dit, mais attendez, quand vous me l'avez prêtée, elle était déjà trouée. Après, il va dire, mais vous ne m'avez jamais prêté de marmite. Cette marmite, vous ne me l'avez jamais prêtée. Et après, il va dire directement, mais quand je vous l'ai rendue, elle était en très bon état. C'est-à-dire que la personne qui a utilisé la marmite va, comme Freud, non, d'ailleurs Freud le rapporte comme ça en disant, on dirait que je suis comme dans le conte de la marmite, c'est-à-dire que je vais présenter différentes excuses, non, que Irma, ce qu'elle a, elle n'a pas voulu accepter ma solution. Donc, ces symptômes, moi, j'ai rien à voir avec ça. Ce qu'elle a, Irma, c'est organique. Donc, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Et après, on va voir qu'à la fin du rêve, c'est Otto qui a utilisé, en fait, qu'il a envenimé, non, avec sa seringue sale. Donc, pareil, je n'ai rien à voir avec ça. D'accord? Et on va dire que ça, c'est une manière aussi, c'est intéressant parce que ça, l'histoire du conte de la marmite, c'est une manière qu'utilise l'inconscient, c'est une manière qu'utilise l'inconscient pour s'exprimer, c'est-à-dire que l'inconscient n'est pas déterminé par les contradictions ou pas les contradictions. L'inconscient, lui, il s'exprime, on l'avait déjà vu la fois dernière. L'inconscient, il ne calcule pas, il ne juge pas, il s'intéresse à transformer. Donc, même si c'est contradictoire, pour l'inconscient, ça passe. D'accord? Pour la conscience, ça passe beaucoup moins, effectivement. Non? La conscience, elle ne supporte pas beaucoup les contradictions. Mais l'inconscient, lui, il s'en fout. Et donc, on va voir. Donc, il dit qu'en fait, ce que cherche Freud, c'est éliminer sa culpabilité, éliminer sa responsabilité dans l'histoire. Non? Et
Et donc après, on va voir. Donc on pourrait faire, bon après il y a d'autres choses, non? Il y a l'histoire avec Mathilde, où en fait lui il avait fait une erreur, il a fait euh, une erreur, il a donné une substance qui à l'époque n'était pas considérée comme nocive et qu'en fait elle l'était, donc il a fait une erreur et en fait il y a une de ses patientes qui s'appelle Mathilde qui est morte et qui est morte. Et en fait, sa fille aînée aussi s'appelait Mathilde et elle a souffert aussi d'une maladie où elle a été aussi sur le point de mourir. Et donc, on a l'impression que là, par contre, il ne se lave pas les mains de la situation, sinon qu'il va payer ses responsabilités avec une Mathilde contre une autre Mathilde. Non ? Et en fait, bon, pour terminer ce qui nous occupe aujourd'hui, donc la méthode d'interprétation, on va dire que Freud, en fait, ce qu'il a fait, c'est rêver un rêve, donc nous montrer comment il a fait pour associer et comment il a interprété, parce que lui, après, il va dire que la triméthylamine, en fait, est en relation avec la sexualité, puisqu'en fait, ce qu'il va découvrir, c'est que l'inconscient, le désir inconscient, c'est un désir sexuel, infantile et réprimé. Donc, il dit que non, il va faire la référence à l'importance de la sexualité chez l'être humain. Et donc chez l'être humain et dans la science psychanalytique. Non, ça va être quelque chose de différent, disons. Et donc, en fait, il dit que ce rêve, c'est parce qu'il veut se faire pardonner. Il veut se faire pardonner et parce qu'il a osé commencer à guérir ces malades dont personne ne voulait s'occuper ni comprendre. Il veut se faire pardonner de ça quand il dit non, non, moi je n'ai rien à voir, non, je ne suis pas responsable, je ne veux pas être le coupable. Non. Et en fait, il dit, vous voyez, c'est pas moi, c'est les autres, c'est Irma, c'est ma femme, c'est Otto, c'est le docteur M. Non, il essaye de rejeter en fait la responsabilité face à tout le monde pour s'éliminer lui. Non, il dit non, moi, non. Non. Mais en fait, son ambition, elle est supérieure à lui. Non. Parce qu'en fait, lui, il participe. Évidemment, il participe à tout ce qui se passe. Il dit, en fait, moi, j'ai voulu être le créateur de la psychanalyse, mais en fait, je ne le suis pas. Le créateur de la psychanalyse, c'est quelqu'un qui est supérieur à moi. C'est mon inconscient. Et l'inconscient, c'est quoi? C'est ce mot. Triméthylamine, comment ça se dit? À chaque fois, non. On va lire, c'est la triméthylamine. La triméthylamine, donc, c'est l'inconscient. Donc, on voit ici comment le contenu du rêve, c'est une réalisation de désir et que donc le motif, c'est la réalisation d'un désir. Donc, pour continuer la lecture, parce que nous allons vouloir continuer la lecture, nous allons... donc, il termine donc le texte en disant « Une fois que nous avons terminé l'interprétation complète d'un rêve, celui-ci nous apparaît comme une réalisation de désir. » Donc, le prochain chapitre, si vous voulez bien, on peut continuer mardi prochain au même endroit, à la même heure. Et on peut continuer avec, on va dire, le texte suivant qui s'appelle « Le rêve est une réalisation de désir ». Donc, je vous recommande de faire la lecture de ce chapitre. Comme ça, on vient après écouter, puis vous pouvez participer plus activement ou de façon plus intéressée. Donc, vous pouvez voir un petit peu. D'accord? On peut continuer mardi prochain avec « Le rêve est une réalisation de désir ». Donc, merci pour votre participation. Sans vous, je ne l'aurais pas fait. Donc, et n'hésitez pas à partager à droite à gauche si vous avez trouvé ça intéressant. Partagez. Bon, alors, à mardi prochain. Bonne continuation et à mardi prochain. Au revoir.